Frédéric Debast est professeur à l'ULB, président de l'école de bioingénierie de Bruxelles et du master bioingénieur en sciences et technologies de l'environnement. Il s'intéresse au génie des procédés dans les domaines agroalimentaires et de l'environnement. Il est également conseiller de la rectrice pour la recherche orientée. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, de rien. Avec toi, aujourd'hui, on va parler d'efficacité énergétique, d'effets rebonds. Donc, on va découvrir de quoi il s'agit. En fait, je voudrais commencer avec une question. On voit de plus en plus, il y a une forte pression, heureusement, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre les objectifs à 2030-2050. Et l'efficacité énergétique est souvent indiquée parmi les autres mesures pour réduire ces gaz à effet de serre, qui comprennent par exemple la digitalisation, l'électrification et j'en passe. Tu peux dire en quoi en fait, l'efficacité énergétique est primordiale pour atteindre nos objectifs? Oui, donc l'idée de cette réduction globale, c'est d'arriver à garder une société qui maintient un certain niveau de confort et qui reste agréable. Et donc, on peut réduire une série de choses, mais on ne peut pas réduire tout. Et l'idée de l'efficacité énergétique, c'est d'offrir le même service ou le même produit, donc sans altérer l'offre, mais au moyen de moins d'énergie. Donc consommer moins pour faire la même chose. C'est ça l'idée qui est sous-jacente à l'efficacité énergétique. Et c'est important par rapport à d'autres situations. Donc la digitalisation qui va, elle, par exemple, typiquement beaucoup plus changer nos pratiques, parce qu'on va adapter, on ne va plus faire tout à fait la même chose que ce qu'on faisait avant. L'idée dans la partie qui est sur l'efficacité énergétique, c'est vraiment de se dire, non, faisons la même chose, il y a des éléments qu'on ne veut pas enlever, qu'on veut conserver, mais faisons-les en consommant moins. C'est ça l'idée. Très intéressant. Mais donc, pourtant, je veux dire, même si d'un côté, il semble clair que l'efficacité est notre allié, beaucoup d'études en fait, ont montré que les réductions attendues après une amélioration substantielle, parfois d'efficacité, sont très inférieures en général à celles qui sont attendues. Et donc on parle d'effet rebond. Est-ce que en fait, tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui. Et en fait peut-être de quoi, pourquoi on a ça, de quoi il est causé? Oui. Donc en fait, c'est effectivement, on observe ça quasi systématiquement et ce depuis longtemps. Hein. Donc c'est un effet qui a été théorisé au départ en économie et sur simplement les machines à vapeur et les consommations de charbon. On voyait qu'on avait beau faire des machines à vapeur de plus en plus efficaces énergétiquement, donc on était vraiment dans l'efficacité énergétique, et bien on consommait de plus en plus de charbon. Pourquoi? C'est parce que l'idée, comme je l'ai évoqué, de l'efficacité énergétique, c'est faire la même chose mais avec moins d'énergie. Le problème, quand on dit qu'on fait la même chose avec la même énergie, c'est qu'en fait, notre société, on ne continue pas à faire la même chose. Si on a économisé de l'énergie, eh bien, très souvent, on va la réutiliser pour autre chose. Donc, si on a, par exemple, si on reprend cette idée du charbon au départ, si on avait une locomotive chargée d'une certaine quantité de charbon, si elle consomme moins, avec la même quantité de charbon, elle va aller plus loin. Et donc, on n'a pas juste fait la même chose, on va se mettre à faire plus parce qu'on en a plus de possibilités. Ça marchait avec la machine à vapeur, ça fonctionne avec l'avion. Vous faites un plein de kérosène, si vous avez un moteur plus efficient, vous êtes capable d'aller plus loin. Et donc, vous avez cette compensation qui va apparaître. Donc, cette compensation, elle est d'abord directe, c'est ce qu'on va appeler l'effet rebond direct. Donc, c'est des situations où, simplement d'avoir réduit la consommation induit directement le même usage énergétique ou des ressources, mais pour faire plus au final. Typiquement, avec l'automobile, c'est quelque chose qu'on observe sur les temps longs. Au fur et à mesure qu'on augmente l'efficacité des moteurs, en fait, les gens roulent de plus en plus. On estime que c'est au moins 30% du gain énergétique qui est perdu en fait, par un allongement des trajets au niveau de la voiture. Par ailleurs, il faut se rendre compte qu'au départ, en tout cas, et pour certains secteurs encore à l'heure actuelle, l'effet rebond est quelque chose de tout à fait souhaitable. Si on se met dans une logique de croissance, on veut cet effet rebond. Si on pense à l'industrie, si on pense au secteur aéronautique, dans le secteur aéronautique, évidemment qu'on veut des avions plus efficaces.
Mais l'objectif n'est pas d'offrir juste la même quantité de vols. L'essentiel des compagnies aériennes ont envie de vendre plus de billets, d'avoir plus de gens qui vont prendre l'avion. Et donc, on va avoir d'un côté une efficacité énergétique qui va être plus grande et on va, par contre, augmenter l'offre, avoir plus de gens qui voyagent. Donc, on est dans un effet rebond direct et qui peut même en fait dépasser l'économie qu'on va avoir. Le cas de l'avion est un très bon exemple. Si vous baissez la consommation des avions, ça va permettre à l'entreprise de faire des économies d'énergie, à l'aviateur de faire des économies d'énergie. Il va pouvoir à ce moment-là proposer ses billets moins chers, donc d'une part améliorer ses marges et être dans une situation un peu plus stable, mais il va aussi pouvoir proposer des billets moins chers, ce qui va créer une demande sur le marché, augmenter la demande sur le marché. Et donc, plus de gens vont vouloir prendre l'avion. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va acheter plus d'avions. Il va s'équiper. Et donc, on va se retrouver, au final, avec un effet rebond qui est bien au-delà de ce qu'on avait au départ. Mais c'est entre autres lié au fait que son objectif de base est dans la croissance. Et donc, le problème donc, intrinsèque à l'efficacité énergétique, c'est de se dire... En fait, c'est qu'on va continuer à faire la même chose. Et ce n'est pas ça qu'on fait dans la pratique. Et ça va être direct, comme on vient de l'évoquer, ou parfois indirect, parce qu'il y a des situations où l'effet rebond direct, en tout cas, il n'est pas évident. Hein. On en a parlé il y a quelques années, la Commission européenne cherche à augmenter l'efficacité de nos électroménagers. Il y a eu, par exemple, une interdiction sur des puissances sur les aspirateurs. Donc on a des aspirateurs qui font le même travail qu'avant, mais qui consomment moins. On est vraiment dans l'efficacité énergétique. Évidemment, vous n'allez pas avoir d'effet rebond direct, enfin, a priori. Ce n'est pas parce que votre aspirateur consomme moins que vous allez passer plus souvent l'aspirateur chez vous. Par contre, fondamentalement, ça va vous faire une économie. Alors, marginale, hein, attention, quand on parle de l'aspirateur, on ne parle pas d'un coût énergétique majeur, mais ça n'empêche que vous allez économiser. Vous pouvez imaginer, tiens, moi j'ai tous mes électroménagers qui sont plus efficaces, ma voiture consomme moins, je n'ai pas nécessairement fait plus de kilomètres, globalement, je vais économiser de l'argent. Et cet argent, je vais le réinvestir dans autre chose. Typiquement, une activité qui va elle-même avoir un impact énergétique ou carbone. Et donc là, on est dans de l'effet rebond qui est indirect. On va non plus juste se dire « ok, j'ai économisé sur un point et je recompense sur ce point-là ». Non, ça va se transmettre à d'autres éléments. Et donc à ce moment-là, on a vraiment un effet qui devient extrêmement important. Et tu parles d'effet indirect, et c'est très intéressant parce que, par exemple, un des problèmes ou alors des défis de la transition, c'est cette disponibilité de matériaux, de leur distribution. Est-ce que tu penses que dans le cadre de cette transition, il pourrait y avoir des effets indirects causés par ces mécanismes de rebond qui sont compliqués à gérer et aussi à prédire? Tout à fait. Donc effectivement, tant les gérer que les prédire peut être important. Donc, je crois que le bon exemple à ce niveau-là, c'est le cas des LED, donc l'éclairage LED. Passer des lampes à incandescence à des lampes LED, ça permet en théorie une économie d'énergie qui est d'un facteur 5, un facteur 8. Donc on est vraiment sur une économie qui est extrêmement importante. Et si on regarde qu'on fait du relighting, donc on change à un endroit l'éclairage de base vers un éclairage LED, on va effectivement voir un effet rebond direct qui est très très limité. À court terme, donc il y a une étude qui montrait qu'en Allemagne, ils avaient un effet rebond de 6%. Donc les gens éteignent moins la lampe parce que ça consomme plus grand-chose, donc c'est peut-être pas très grave, ils font moins attention. Donc il y a un petit effet rebond à court terme. Mais à plus long terme, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette économie, elle va servir à quoi? À mettre plus de lumière. À la période de Noël, c'est particulièrement flagrant de voir l'explosion d'éclairage festif ces dernières années. C'est entre autres rendu possible par le fait que les LED ne consomment vraiment pas grand-chose, donc on va en mettre plus, on va plus facilement mettre de la lumière un peu partout. Donc on se retrouve là avec un effet rebond à plus long terme qui va être important. Et quand on réfléchit juste à « ok, on va augmenter l'efficacité au sein de la maison », oui, c'est vrai, mais au final, à plus long terme, on va peut-être retrouver avec plus de lumière, on a encore l'effet indirect. Et puis quand on parle des LED ou des lampes à incandescence, on est en fait sur des technologies qui sont assez différentes et qui s'appuient sur des matériaux différents. Pour faire fonctionner des LED, on a besoin de métaux rares, de terres rares, donc on va parler de gallium, d'yttrium.
d'indium. Donc on va avoir besoin de ces ressources qui sont des ressources matérielles qu'on va aller distribuer en faible quantité dans un très très grand nombre d'endroits. Et donc là, il faut réfléchir au cycle de vie de cet ensemble, comment est-ce qu'on va les récupérer, comment est-ce qu'on va les recycler. Tout ça n'est pas nécessairement impossible, mais on met une pression sur des métaux qui sont par ailleurs aussi dans tous nos smartphones, dans tous nos appareils. Donc on parle quand même de métaux alors, qui sont peut-être pas toujours aussi rares que leur nom l'indique, mais qui ne sont pas non plus faciles d'accès. Il va falloir aller les extraire, les purifier, les obtenir. Et puis, il y a aussi des aspects géopolitiques qui ne sont pas distribués de manière homogène. Et donc, là où on se disait « Ah, on va gagner en énergie », ben peut-être qu'in fine, on ne gagne pas en énergie, mais qu'en plus, on gagne beaucoup moins que prévu en énergie, mais en plus, derrière, on se pose des problèmes de matières premières, d'approvisionnement, qui sont effectivement problématiques. Et donc, quand on réfléchit à l'efficacité énergétique, il faut essayer de se dire « Ok, mais quel peut être le rebond et quels peuvent être les autres problèmes de ce rebond ?» En fait, j'ai l'impression que tu nous portes en fait, vers cette prise de conscience que, encore une fois, une démonstration que juste l'aspect technologique n'est pas suffisant et que donc peut-être que pour avoir une stratégie par rapport à cet effet rebond et aussi les effets directs et indirects de cela, la réglementation, les comportements deviennent la clé ou une des clés. Tout à fait. Donc, l'efficacité énergétique en elle-même est évidemment désirable. C'est bien d'avoir quelque chose qui fait le même travail en consommant moins. C'est intéressant. Ce qu'il y a, c'est que l'effet rebond nous tend effectivement à dire, par défaut, ou en tout cas dans le mode de vie qu'on a actuellement, on va se retrouver à compenser, à utiliser plus. Et donc, on se retrouve avec cet effet rebond et un gain qui est réduit, marginalisé, voire négatif, et on se retrouve avec un plus gros problème que celui qu'on avait avant. Et pour éviter ça, effectivement, on doit vraiment se poser la question des besoins. À l'échelle individuelle, tiens, oui, mais effectivement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser plus ? Tiens, mais est-ce que je ne dois pas quand même faire attention ? Ce n'est pas parce que ça consomme moins que je peux laisser tourner plus longtemps, que je dois laisser tourner plus longtemps. Donc il faut se poser la question à titre individuel des besoins, mais évidemment au niveau régulatoire aussi, se dire, tiens, mais est-ce qu'on doit laisser comme ça les quantités utilisées monter? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une approche qui va éviter ou limiter cet effet rebond? Tout à fait l'éviter, c'est probablement compliqué, mais au niveau régulatoire. Et là où on revient quand même un peu dans le rôle plus de l'ingénieur, c'est évidemment de réfléchir à comment on va modifier notre design une fois qu'on l'a fait. Tiens, ça consomme moins. Est-ce que ça veut dire qu'on doit garder le même réservoir ou est-ce qu'on met un plus petit réservoir qui au final me permet d'avoir un engin qui est plus léger et donc qui va consommer moins puisque je transporte moins. Et donc, est-ce qu'au fur et à mesure qu'on augmente l'efficience de nos moteurs, on n'aurait pas dû réduire la taille des réservoirs, garder une autonomie en fait, travailler à autonomie kilométrique constante et réduire, là où à l'heure actuelle on est plutôt dans une logique dans laquelle on fait toujours plus gros, toujours plus loin. Se demander est-ce que c'est vraiment utile. Et ça, à titre personnel, à titre vraiment du producteur, qui va rarement changer nécessairement volontairement, quoique ça peut arriver, et à titre régulatoire évidemment. Et là, aux différentes échelles, cette question du besoin est tout à fait centrale. Je voulais terminer avec une question, une curiosité. Je vais dévoiler que je suis aussi ingénieur chimiste comme toi, peut-être pas tout le monde le sait. Dans l'industrie chimique, on parle souvent, depuis longtemps d'intensification de processus, process intensification. Est-ce que c'est une façon, entre autres, de rendre le processus plus efficace, plus contrôlable? On est où en fait là? Alors, l'intensification des procédés en elle-même, c'est typiquement un cas où, oui, très clairement, après ça dépend du produit dont on parle, mais en cherchant à mieux maîtriser, mieux contrôler, avoir des procédés qui sont plus intensifs, eh bien, on peut espérer réduire les consommations. Et donc là, on est vraiment dans un cadre industriel où, de nouveau, on peut se dire, OK, il y a peut-être bien des choses dans nos sociétés dont on pourrait se passer, qui sont superflues, il y en a d'autres dont on ne va pas se passer. On discutait hier avec quelqu'un du secteur, on ne va pas arrêter d'avoir besoin de vitres
a priori. Peut-être qu'on en aura besoin d'un peu moins, mais de l'acier, du verre, c'est quand même des matériaux qui vont rester centraux. Et donc là, quelque part, réduire les besoins énergétiques et matières, dans une certaine mesure, de ces procédés est extrêmement important. Et donc aller vers cette intensification est important aussi. De nouveau, où est la clé, c'est qu'on doit peut-être intensifier sans toujours faire de plus grandes usines et continuer à maximiser cette production indéfiniment. À un moment, il faut se dire, OK, on va faire peut-être la même chose, voire moins avec moins. Mais ça, quelque part, ça remet en question toute l'économie basée sur la croissance. OK, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé de cet effet rebond, des effets désirables et non de l'efficacité énergétique, et aussi d'avoir mis l'accent, parce que c'est important, sur l'importance de la multidisciplinarité, de l'action personnelle et aussi de l'action collective. Merci beaucoup. Mais de rien. La semaine prochaine, nous recevrons le professeur Pierre-Étienne Labot pour nous parler du nucléaire et de sa place dans la transition énergétique.